Nous nous retrouvons pour parler de la politique comme toujours. Un invité très spécial, un confrère journaliste, un analyste politique très apprécié par mon public, par le peuple congolais en général et surtout du côté de la diaspora. Vous nécessitez de me poser la question, Pius Romain Roland va passer quand il est là avec nous. Nous allons analyser la situation au niveau de l'Assemblée nationale. L'essor de Vital Kamerhe est-il scellé ou bien il y a encore de l'espoir et encore de la chance pour le président de l'Assemblée nationale actuelle, Vital Kamerhe, de faire échec à cette pétition initiée par Bindoulé. Nous allons parler également du procès Joseph Kabila. Nous allons prendre également la situation dans l'Est avec les différentes négociations. Pius Romain Roland est un expert des questions parlementaires. Il a passé beaucoup plus de son temps au Parlement. Nous allons savoir si réellement la procédure a été respectée et si, selon les us et coutumes de l'Assemblée nationale, soit du Parlement, cette pétition a vraiment tenu compte de tous les aspects ou non, quelles pourraient être les conséquences au cas de la chute des Vital Kamerhe. Toutes ces questions seront débattues tout au long de cette émission. Puis sur Roland, c'est toujours un grand plaisir de vous recevoir. Parce que si je vous reçois, je sais que l'émission sera beaucoup visualisée par l'opinion, beaucoup vue, beaucoup appréciée au même moment. Merci beaucoup, cher confrère. C'est un plaisir pour moi. Tu m'as pris à court puisque je suis en pleine rédaction D'accord. de mon travail. Je suis en dernière année de licence de droit. Des droits. Donc, je me prépare déjà pour affronter l'année prochaine les masters. Et pour la première fois de toute ma vie, je suis allé en deuxième session. D'accord. Parce qu'on n'a pas eu le temps matériel. Hein. Il y a eu les cours, il y a eu le blocus. Pendant le blocus qu'on a étudié. Après ces temps, il y a eu la session. On a passé la session. Je pense que ça s'est bien passé. Mais on n'a pas eu le temps matériel avec le stage. D'ailleurs, moi, je recommence mon stage le mercredi ou le jeudi au Sénat. Où je fais au Sénat. Donc vous êtes toujours au Parlement. Oui, puisque mon travail cadre avec l'interprétation de l'article 70 de la Constitution, la controverse autour de l'incompatibilité ou l'inéligibilité à l'élection d'un sénateur à vie. D'accord. Donc c'est ça le cœur de votre... Oui, c'est ça le cœur de mon travail, parce qu'il faut connaître le régime juridique du sénateur à vie. C'est très important, c'est une contribution très majeure. Comme j'ai entendu certains, il y a deux thèses. Il y a les tenants de la thèse qui disent qu'il ne peut plus revenir, il faut qu'il meure, qu'il ressuscite. Il y en a d'autres qui parlent qu'il n'y a pas d'obstacle juridique par rapport et votre rapport, c'est lesquels dans cette question? Non, moi j'ai mis les hypothèses. D'accord. J'ai mis les hypothèses et à la conclusion, je vais tirer la conclusion. Mais il est vrai que le constituant congolais n'a pas émis des hypothèses, des obstacles juridiques. Il n'y a pas d'obstacle. Là déjà vous... Non, il n'y a pas d'obstacle juridique. Vous annoncez qu'il n'y a pas d'obstacle juridique pour un sénateur à vie. Non, il n'y en a pas. De postuler encore. Non, il n'y en a pas parce qu'il est sous le même régime que l'article 108. Merci beaucoup, de la Constitution et l'article 5 de la loi portant statut des anciens chefs de l'État. Alors, Pius Roland, l'actualité est tellement immense, vous êtes expert. Si je vous ai fait appel, c'est parce que vous maîtrisez mieux des questions liées au Parlement, l'Assemblée nationale. Alors, on commence, il y a une pétition, vous savez très bien, contre le bureau en général, mais beaucoup plus, on voit la cible assez vitale, Kamerhe. Déjà des 1. Est-ce cette pétition, c'est vrai, aujourd'hui, hier, il y a eu un peu assez de désordre selon des informations sûres. Les pétitionnaires n'auraient pas eu l'occasion de déposer, ils devraient le faire aujourd'hui. Mais est-ce d'abord la pétition selon les us et coutumes du Parlement de l'Assemblée nationale? Est-ce cette pétition respecte les détails, les aspects pour que cela soit déposé? Bon, initier la pétition, la déposer, c'est deux choses différentes. D'accord, allons-y. Tout le monde peut se lever comme député national, il se dit je veux faire une pétition ou je veux interpeller un membre de l'exécutif central. Mais la raison, c'est laquelle? Il faut qu'il y ait une raison.
Ah, donc valable. on doit d'abord avoir Non, une... on ne peut pas se réveiller comme ça, j'ai dit, j'initie une pétition. Ouais. Non, il faut qu'il y ait une raison valable. La raison valable en amont, c'est qu'il faut déjà mener les enquêtes pour savoir le pourquoi vous reprochez à celui que vous voulez faire tomber. Ah, d'accord. On doit oui, il faut commencer d'abord par une enquête. Il faut mener les enquêtes, Ouais. puisque le règlement intérieur de l'actuelle Chambre, je ne l'ai pas encore lu, mais il n'y a pas beaucoup d'innovation. Ah ouais, des différences. Je sais que lorsque un député initie une pétition, c'est que déjà en amont, il a les données susceptibles d'incriminer la personne. Comme on accuse Vital Kamerhe de la gestion PAC, alors qu'ils viennent de vacances parlementaires qui ont duré presque 90 jours. 3 mois. Est-ce que, à quel moment, puisque les députés étaient censés être dans leur circonscription électorale, à quel moment ils ont mené les enquêtes qui a eu gestion opaque? Ah, là c'est très intéressant. Oui, donc les députés étaient... Oui, ils viennent des vacances parlementaires. Je suppose que vous venez de être en communion avec la population. Avec vos bases, vous venez de votre circonscription électorale. Puisque après ça, il y aura le travaux de vacances parlementaires. Les rapports qui seront déposés à l'Assemblée nationale. Et c'est sur base de ces rapports, généralement, que le gouvernement établit son programme du gouvernement. C'est par rapport, puisque étant élus du peuple, ils sont censés être à la base. Ils prennent les désidérata du peuple pour les amener à l'exécutif. Et l'exécutif va voir comment il peut s'exécuter par rapport aux moyens. Et moi, j'estime qu'ils viennent des vacances parlementaires pendant 90 ans, pendant 90 jours. Et c'est supposé que c'est après la session qui vont maintenant commencer à mener les enquêtes sur la gestion opaque. Vous rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, je pense que c'est à la session passée, Vital Kamerhe s'est plaigné du fait qu'à l'Assemblée nationale, il n'avait même pas... C'est même à la fin de la session qu'il s'est plaigné. Qu'il n'y avait même pas du papier. Et comment expliquer là maintenant? Et c'est supposé qu'il était en manque de frais de fonctionnement. Et qui donne, bien que étant autorité budgétaire, mais l'Assemblée nationale ne gère pas. L'Assemblée nationale, comme le Sénat, et les deux chambres sont dotées par le gouvernement par rapport à leur budget. Est-ce que l'argent qui était censé pour le fonctionnement de l'Assemblée nationale a été libéré par l'exécutif? C'est le point d'interrogation. Donc on ne peut pas venir dire que je suis pétitionnaire, parce que moi je me rappelle à l'époque où je fus assistant là-bas, je sais qu'il y avait beaucoup de pétitions monnayées. Oh. Si, il y a des pétitions monnayées. Si, il y a des pétitions. C'est que je le fais juste pour te mettre mal à l'aise, afin que tu me donnes l'argent. Ça se passe. Donc oui, ça se passe. Et donc on fabrique des raisons là. Oui, on fabrique des raisons et aussi on appose la signature. Après avoir reçu l'argent, allez, on retire la signature. Mais je pense qu'avec le règlement intérieur, cette disposition, elle est déjà tombée caduque. Si vous apposez la signature, elle reste. C'est ce qui avait fait, la polémique autour de Jean-Marc Aboud. Il y avait un député de l'UNC qui avait apposé la signature. Par après, il a retiré, alors que la disposition réglementaire ne prévoyait pas qu'après avoir apposé la signature. C'est un peu ça. Je me pose des questions, puisqu'ils viennent des vacances parlementaires. C'est supposé aussi que tous les bureaux étaient en vacances. Et d'ailleurs, j'avais vu la questeur adjointe. C'est questeur Dominique Mounon. Elle est questeur adjointe ou elle est rapporteur? Je pense qu'elle est questeur. Adjointe. Adjointe, oui, elle était en vacances parlementaires. Je l'ai vue chez elle là-bas à Fongorum. Et puis elle était partie dans une rencontre avec son autorité morale, Moïse. Bon, à quel moment on a eu à mener les enquêtes, on a mis les états financiers à la disposition des pétitionnaires. Mais, Pius Romain Roland, vous venez là d'évoquer un point très important. Vital Kamerhe s'est plaigné déjà,
Il n'y a pas assez de... Les frais de fonctionnement n'y est pas. Les parlements manquent des papiers duplicataires. Et je me souviens même d'un de ses discours, si je pourrais dire comme ça, où il affirmait clairement qu'il a beaucoup vécu, en tout cas pendant ses régimes. Il y a eu beaucoup de pots de bananes contre lui, ainsi de suite. Est-ce Vital Kamerhe sentait déjà qu'il y a quelque chose qui pourrait se préparer contre lui en disant ça? Ou bien, en tant que politicien, il voyait déjà les détails, les indicateurs n'étaient plus Bon, bons. en fait, dès lors il avait été mis en accusation, Ouais. il était en prison. Et après voir que leur contrat social avec Félix Antoine Tshilombo, signé à Nairobi, n'a pas abouti. Exactement. En tout cas, si moi j'étais Vital Kamerhe, je n'allais pas cheminer avec lui. Il y avait déjà des signaux précurseurs déjà. Il y avait déjà des signaux précurseurs qui montraient que c'était un mal-aimé au niveau de leur union sacrée, parce que je me rappelle, et même sa femme ou ses proches collaborateurs, lorsqu'il venait de Matete, il y avait un audio qui avait circulé, il a dit, même Joseph Kabila ne t'a jamais maltraité comme ça. Je vois. Tu comprends? Ils ont pleuré, il dit, c'est quelle ingratitude, puisque faut savoir que c'est un gars qui a joué un grand rôle. Il a joué un très grand rôle dans le rapprochement du pouvoir de Félix Antoine. Il lui a cédé son électorat. Non, il lui a cédé son électorat. Si. Vital Kamerhe a un électorat. Vous rappellerez qu'en 2006, c'était parmi les meilleurs élus. Et il a cédé son électorat. Politiquement, il a donné les béquilles à l'Union sacrée. Mais le traité de la façon... Bon, en tout cas, si moi j'étais lui, dès le premier instant, je vois déjà le pot de banane. Je ne peux pas m'approcher. Donc, ce n'est pas le premier coup. Non, ce n'est pas le premier coup. C'est une suite logique de ce qui s'est passé déjà. Oui, et aussi, je doute fort que ce soit la gestion opaque. Ah, vous doutez fort que ce soit? Oui, je doute. Mais quand les pétitionnaires parlent d'abord de l'incompétence, que Vital Kamerhe, c'est un incompétent. Comment expliquer que Vital Kamerhe, jadis, on l'a censé que c'est un monsieur surdoué, un génie, les faiseurs de président, ainsi de suite. Aujourd'hui, il devient un incompétent. Bon, en réalité, à l'UDPS et à l'Union sacrée, on ne croit à personne. On croit qu'à leur incompétence, à eux. Ils croient à leur incompétence. Puisque, je connais, hein, j'ai des amis. Oui, j'ai des amis qui ne cessent jamais de dire que Vital Kamerhe, c'était le meilleur président de l'Assemblée nationale. Mais non, et à quel moment il a montré son incompétence? Et c'est dans la direction de débat, puisque lorsqu'il a eu des bobos avec Joseph Kabila à l'époque, vous avez compris que l'opposition d'hier, qui est aujourd'hui au pouvoir, l'UDPS, avait récupéré cette histoire pour montrer que c'est Joseph Kabila qui était le problème. Exactement. Et aujourd'hui, il tombe dans le même panneau, mais je doute fort que ce soit la gestion opaque, puisque pour moi, au regard de tous les éléments que j'ai mis sur table, si c'est une gestion opaque, il faut commencer d'abord par auditionner les états financiers. Il a reçu combien? Parce que quand on demande, d'après ce que j'ai entendu, il n'y a pas les soins médicaux de députés, il n'y a pas des véhicules, il y a certains qui parlent des véhicules. Des véhicules, mais les véhicules, on ne les donne pas comme ça, les véhicules, on les donne à crédit. Et les banques fonctionnent sur vos émoluments sur base d'un pourcentage. Ce n'est pas que l'Assemblée nationale achète, non. On vous propose, on dit, un véhicule coûte, par exemple, une Jeep coûte 50 000 $. Sur vos émoluments, par mois, on va fonctionner autant. C'est à eux de souscrire, c'est pas l'Assemblée. L'Assemblée nationale achète ou on lui dote les véhicules de services techniques d'administration, STA. Ce sont les véhicules de l'administration. Après que le mandat soit fini, les véhicules restent là-bas. Mais les véhicules privés pour lesquels les députés se plaignent, là, c'est par souscription, c'est-à-dire qu'il faut chercher un crédit à la banque. Et moi, je pense que je ne suis pas du tout d'accord s'il s'agit de la gestion opaque, puisque dans leur pétition, ils disent même qu'ils n'ont pas un hôpital. Ils n'ont pas de logement. Je pose la question. Est-ce que vous voyez que
les députés... Donc, apparemment, c'est plus pour des raisons personnelles et non pour des raisons non, c'est du peuple. pour des raisons politiques. Politique. Puisqu'un député est sous mandat, Ouais. qu'est-ce qui vous fait croire qu'à la prochaine législature, tu seras là? C'est-à-dire, chaque 5 ans, il faut construire les maisons pour les députés au-delà des émoluments pharaoniques qu'ils disposent, qu'ils gèrent mal par ailleurs. Puisque au lieu de gérer cet argent pour assurer leur retraite politique, ils sont là, ils vont en Europe, ils font on en a vu, hein. Il y a ceux qui sont allés à Dubaï, vous le voyez dans les piscines, torse nu, un député. Nous, on n'a pas cette culture. Bon, alors, s'il s'agit de la gestion opaque, il fallait d'abord en amont commencer par les enquêtes. S'ils ont fait ces enquêtes et qu'ils ont abouti que effectivement il y a une gestion opaque, personne ne peut les contraindre à ne pas émettre leur pétition. Mais le problème qui est là, c'est que il n'y a pas la clarté au sein des acteurs politiques. La clarté au sein... Oui. J'aurais appris que, apparemment, je prends les cas, là en tout cas, c'est des journaux qui écrivent que, apparemment, les MLC et ses alliés auraient donné une injonction à tous ces élus de voter, ou soit de signer la pétition. Bon, la problématique se pose là aussi, c'est de comprendre, est-ce que c'est le bureau qui est visé ou c'est l'individu? Parce que lorsque vous vous souviendrez, toujours le cas de Vital Kamerhe, il avait démissionné, c'est que la démission a entraîné le départ de tous les bureaux. Est-ce que le fait qu'il ait visé intuito personae et qu'il venait à tomber, est-ce que c'est tout le bureau qui va tomber? C'est ça même. C'est ça la question. Là, il faut lire le règlement intérieur. Mais si le MLC donnait injonction à tous les députés de voter, est-ce que c'est le cas de Njoli? Njoli est au MLC? Njoli, apparemment, il aurait déjà quitté les MLC. Donc, vous voyez que ce sont les coups politiques qui se créent. Mais je pense que le danger qui va se créer, c'est au niveau des positionnements politiques. Donc là, maintenant, on entre. On prend d'abord, vous aviez là parlé pour des raisons politiques. Quelles pourraient être politiquement, qu'est-ce que les régimes pourraient reprocher à Vital Kamerhe, vous étant qu'un analyste très pertinent, étant qu'un journaliste? Deux choses. Politiquement, qu'est-ce que ces régimes pourraient reprocher? J'ai appris 2 choses. Allons-y. La première des choses, c'est puisque Vital Kamerhe aurait demandé au chef de l'État de s'ouvrir au dialogue. Pour contrer l'avancée de l'AFC M23. Il faut dialoguer à l'interne. Puisqu'il faut mettre en tête qu'il y a deux causes. Il y a la cause exogène et la cause endogène. Exactement. La cause exogène, c'est ça ce qui se passe à Luanda, à Doha, partout. Mais il y a la cause endogène. Entre nous, il y a fracture, cassure, fracture. Les gens insultent les gens pas mal, il n'y a pas la cohésion nationale, le tribalisme bat le plein, il y a musellement des uns des autres, il y a certains qui sont poursuivis en justice, il y a les généraux, les officiers supérieurs qui sont en prison, leurs familles ne savent pas... Donc réellement, il y a un problème. Il y a un problème, on ne peut pas se voiler la face, il y a un problème, il y a cassure de cohésion. Il y a cassure, les gens se regardent en chaîne de frères. Il y a cassure de cohésion. Mais si les régimes estiment qu'on doit avancer comme ça et que c'est ça... Oui, l'une des 2 choses. Soit vous négociez, ou soit vous affrontez l'autre camp militairement. C'est à vous de choisir. Mais je pense que Kamerhe avait choisi la voie pacifique du dialogue. Et cette voie-là est inaudible de l'autre côté. Ah, d'accord. Voilà. Et le régime n'apprécie pas... Non, le régime... Puisque... Quand vous suivez les gens du régime, on ne va pas dialoguer avec les panthères. Oui, exactement. Les gens qui sont inféodés aux pays étrangers. Pour parler avec Kagame, il faut qu'on aille au paradis. Tu vois, c'est ce genre de langage. Mais entre-temps, on se retrouve à Washington, on se retrouve à Doha, et on envoie des émissaires. Donc si je comprends bien, Kamerhe pourrait être incompris? Non, il est incompris puisqu'il a demandé le dialogue. À ce stade ici, parce que vous savez que la guerre n'est pas bonne, hein? La guerre a toujours des victimes. Et quand on lance une balle ou une bombe,
elle n'a pas de couleur, il y a des tribus, elle ne va pas demander qui est Moulouba là-bas, qui est Moussoïl, qui est Mungala, qui est Moukongo pour que je pars atteindre Mouyaka. Non, on jette les gens. Alors, on a beaucoup perdu, beaucoup. Si je comprends bien, on a beaucoup perdu. Kamer, elle le dit par expérience. Oui, c'est par expérience, parce que, regardez, même Joseph Kabila, il a ouvert le dialogue combien de fois? Lorsque vous dialoguez, ce n'est pas un signe de faiblesse. Le dialogue, c'est la grandeur, c'est ça même qui fonde notre existence africaine. Oui. Puisque nous, Africains, lorsqu'il y a un problème, on se met sous l'arbre à palabre, on se dit des vérités et on essaie d'harmoniser. Ici, il y a un problème. Quel est le problème? C'est que nous n'avons pas de territoire. Sur les 145 territoires, il y a des territoires qui ne sont pas sous la gestion de la République. Il y a deux armées. Aujourd'hui, il y a deux armées. Exactement. Il y a l'armée nationale, forces armées de la République démocratique du Congo, et il y a les rebelles qui sont là-bas. Comment vous allez étouffer les rebelles qui ne font que prendre des levures? Et ici, entre-temps, vous ne voulez pas vous battre, vous prenez de l'argent, vous payez aux mercenaires, vous laissez les policiers et les mercenaires qui vous touchent 8 000 à 20 000 dollars, et vous avez les militaires qui ont prêté serment pour ça, qui sont sous statut, et aucun militaire ne touche 20 000 dollars. Et comment vous pouvez avoir la motivation d'aller se battre? Lui ayant compris tout ça, le dialogue atténue les chocs. Et deuxième accusation, et c'est par rapport... bon, est-ce que je trouve ça vraiment normal? Bon, mais si on écoutait également certains proches du pouvoir, des pro-pouvoir, qui disent clairement que Vital Kamerhe n'aurait pas pris des positions assez tranchées contre les rebelles ou soit contre l'agression. Est-ce que vous êtes au courant de ça ou soit vous n'aviez pas également entendu Vital Kamerhe prendre des positions tranchées contre les rebelles? Non. Vous allez prendre une position tranchée contre les rebelles. Et la finalité, c'est quoi? La finalité, c'est quoi? Puisque lorsqu'ils... Selon le pouvoir, être patriote, c'est prendre des positions tranchées contre les rebelles. Oui, prendre les positions tranchées contre les rebelles. Et par après, vous faites quoi? Par après, vous faites quoi? Je condamne les rebelles et par après, vous faites quoi? Les faits sont... Après, vous condamnez, mais après... Oui, les faits sont là. Les faits sont là. Ils étaient à Bunagana, nous, dans le média, nous l'avons crié. Matin, midi, soir, vous êtes les haineux. C'est la diplomatie agissante, c'est ce qu'on nous a dit. De Bunagana, on a pris tel territoire, de tel territoire, jusqu'on est allé prendre des gommes. Allez récupérer. Non, c'est la diplomatie agissante. Vous êtes des haineux. Lui, en tant qu'érodé politique, il a compris que les faits sont là. Et pourquoi ils sont là? Les rebelles sont là, pourquoi? C'est parce qu'ils ont été ressuscités, redynamisés par le pouvoir en place. Joseph Kabila les a mis en prison en Dolola. La justice congolaise, sous l'administration de Joseph Kabila, les a mis en Dolola. Il y a ceux qui ont été poursuivis. Les Biamou, ils ont été poursuivis pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide. Oui, ils n'ont pas été amnistiés. L'amnistie, c'est une loi. Les parlements. Ils ont été graciés par le président de la République. Est-ce qu'on pouvait gracier comme ça sans étudier leur cas? Et pourquoi on les avait graciés? C'est parce qu'il y avait des agendas cachés entre les rebelles et le pouvoir en place contre la famille de Joseph Kabila, que ce soit la famille politique, que ce soit la famille biologique. Il y a un élément également que le pouvoir évoquerait, c'est un extrait dans des discours des Nanga qui parle à haute voix en disant que non, il y a un au sein du présidium qui échange avec lui et selon le pouvoir, la personne qui pourrait échanger avec les rebelles ne pourrait être que Kamerhe. Mais comment on peut aller par les suppositions alors qu'on n'a pas les éléments de preuve? Qui vous dirait que ce n'est pas lui, que c'est quelqu'un d'autre? Que vous ne croirez même pas. Les tops existent partout. C'est à eux aussi de créer leur top de l'autre côté. C'est comme ça. Tu sais, moi, c'est Valentin Senga qui m'avait appris ça. Allons-y. Valentin Senga m'avait appris qu'au sein du MLC, il y avait les tops du PPRD.
Au sein de l'UDPS, il y avait le top du PPRD. Au Au sein du PPRD, il y avait le top de l'UDPS. C'est ça, oui, c'est comme ça, la vie politique, elle est comme ça. C'est à vous d'être fort et savoir étouffer. Vital a exprimé son inquiétude de ne pas voir le pays basculer dans le bain des sangs. Est-ce que l'essor des Camérés est scellé? Oui, l'essor est scellé. L'essor est scellé puisqu'il a... Il n'y a plus d'espoir. Non, il n'y a plus d'espoir. Si moi j'étais à sa place, je rends. Mais il s'est excusé en disant que... C'est une faute lourde. Il n'allait pas le faire. Ça... Si, il n'allait pas le faire. Et tant qu'il s'est dit qu'il a clairement dit que c'est lui le pacificateur, s'il y a quelque chose qui n'a pas... Il n'allait pas le faire. Il y a des questions qu'on traite à huis clos. Il y a des questions qu'on traite à huis clos. En réalité, les pétitionnaires ont été instrumentalisés. Oh, si, ils ont été... Les pétitionnaires sont instrumentalisés. Si, ils ont été Par qui? Ils ont été instrumentalisés. Ils ont été instrumentalisés. Je viens de te relater le fait ici. Ils viennent de vacances parlementaires. À quel moment ils ont initié l'audit? Mais pour connaître la gestion opaque, puisque du haut de la tribune, de la clôture, de la session de mars, il avait dit, l'Assemblée nationale manque même le papier. Quand vous parlez de l'instrumentalisation, les pétitionnaires en chef, Crispin Bindoulé, 15 ans d'expérience parlementaire, c'est quand même quelqu'un... Je ne vois aucune expérience. Oh. Il t'a déjà donné une initiative législative qu'il a initiée. Oh. Une loi. Dis-moi, quelle est la loi qu'il a déjà initiée? 15 ans. Donc, 15 ans de Bindoulé à l'Assemblée nationale, aucune initiative parlementaire. Non, les plus grandes initiatives qu'il a, ce sont les motions. C'est le véritable champion de... Je ne parlerai pas même de motions, des motions. Oh. Si, c'est le véritable... Crispin Bindoulé, qu'il vous donne une seule proposition de loi. Donc, une seule proposition. C'est un expert dans des motions. Qu'il vous donne une seule proposition de loi. Je peux citer les initiateurs de plusieurs lois à l'Assemblée nationale. Paix à son âme, Henri Thomas Lokondo. Il a fait la loi du Conseil économique social que nous avons. Vous avez Marie-Ange Lukiana avec Eve Bazaïba. Elles avaient initié une loi sur la santé. Bien qu'elle avait été recalée, elles ont eu quand même à initier. Vous avez des lycées, vous avez les Lutundoula. Vous avez, je connais des gens que vous regardez comme ça, que non, ces gens, ce sont les initiateurs de loi. Ils s'assoient là, ils initient une loi et qui porte de fruits. 15 ans, c'est beau bien de dire. Tu peux dire, j'ai fait 15 ans à l'université. Donc, vous ne croyez pas dedans? Non, ce n'est pas que je ne croyais pas. Je lui demande simplement qu'il me donne une... Quand vous parlez de 15 ans de vie parlementaire, mais quel est le bilan? Il faut qu'il y ait au moins une proposition de loi. Déjà, départ, les pétitionnaires en chef, cette pétition n'inspire pas confiance. Non, ce n'est pas seulement les contrôles. Les contrôles, tout le monde le fait. L'IGF fait les contrôles. La Cour des comptes fait les contrôles. L'Assemblée nationale, même, c'est une chambre de contrôle. L'initiative parlementaire, c'est laquelle? C'est ça, être indépendant. Donc là, c'est la question que vous lancez à Bindoulé. Si, non, à tout le monde, celui qui se dit je suis expérimenté à l'Assemblée nationale. Quelle est l'initiative parlementaire mis là-bas? Il ne faut pas venir comme quelqu'un qui a plagié le discours de Macron. Il ne faut pas venir, non. Moi, je suis en train de rédiger mon mémoire. C'est vrai, je me base de la doctrine, de l'herméneutique, méthode, des ouvrages. Mais la question vient de moi, puisque cette question, j'ai eu ces sujets sur base d'un débat. Dans l'auditoire, où un chef de travaux qui a dit du haut de l'auditoire que l'ancien chef de l'État ne reviendra jamais aux affaires. J'ai dit non, notre législation ne dit pas ça. Là, je suis en train de réfléchir sur base de certaines doctrines par rapport à comment on a défini l'incompatibilité et comment on a défini l'inéligibilité. Est-ce que notre arsenal juridique a des obstacles constitutionnels contre l'ancien président de la République? C'est la question qu'on se pose. Interrogeons-le. Il s'est dit parlementaire, il a 15 ans d'expérience. Bon. D'abord, c'est lui là. Hein. Les gens oublient. Et
Félix Antoine Tshilombo, le chef de l'État, oublie que c'est ce gars-là qui lui avait barré la route à Beni Boutembo. Oh. Si, c'est lui. Bindoulé. Oui, c'est lui. Il y a également Barnabé, il a dit ici. Donc c'est... Non, c'est lui qui lui avait barré. Mais comment il peut barrer la route au président, à un candidat? Et la deuxième problématique que j'ai oublié, c'était du fait que Kamere a été dupé. Il est allé voir le chef de l'État, d'abord. J'ai entendu le secrétaire général de l'UDPS dire, on est allé lui soumettre les cas, il dit, il va se référer à l'autorité. À l'autorité, oui. Qui est son autorité? Le chef de l'État? Non. Non. Comment ça plus? L'autorité de Augustin Kabouya, c'est Vital Kamerhe. Il est député national. Ouais. Le chef de l'État, lisez la Constitution. Ouais. Il n'a plus de famille politique. Exactement. Ouais. Mais lui, il dit, je veux me référer à mon autorité. Et donc, le président de la République demeure encore président de l'UDPS. Il doit démissionner. Qui? Le chef de l'État. La Constitution refuse ça. Ouais. Il doit démissionner. Donc, Kabouya a créé encore un autre précédent. Voilà la beauté de faire le droit. Il ne faut pas venir raconter les histoires à la télévision pour faire la beauté de la bouche. L'autorité hiérarchique de Kabouya, c'est Vital Kamerhe. Il est député national, Vital Kamerhe, et son président. Lorsqu'il dit, je vais me référer à son supérieur, c'est lui le président haï de l'UDPS. Donc, il n'a plus de supérieur. Ouais. Le chef de l'État, il est le chef de l'État de tous les partis politiques. Exactement. Kabouya a fait du chef de l'État le président de l'UDPS. Donc, Tshilombo doit démissionner. C'est ça, ça veut dire notre loi. Ouais. Mais Kamerhe est allé là-bas, demander son appui, il semblerait. Oui, j'aurais appris qu'ils se sont entretenus. Ils se sont entretenus pendant 3 heures et les chefs lui auraient garanti. Et par après, j'ai appris qu'il aurait appelé son cousin, Tony Kankou, pour actionner le mécanisme de la déchéance de Vital Kamerhe. Alors, puisque la pétition a été déposée, qu'elle soit dans la forme où elle est, si moi je suis Vital Kamerhe, je dépose et je quitte. Mais puis, comment expliquer qu'il y a eu une question également que les pro-pouvoir se posent en disant que comment expliquer que Vital Kamerhe n'est défendu que par des opposants ou soit des journalistes qui sont connus, proches de l'opposition? Non, moi je fais mienne la loi. Je ne défends pas l'individu. Même si vous êtes mal aimé. Aucun opposant actuellement qui ne défend pas Kamerhe. Mais tous les opposants, j'ai suivi, décidé ensemble, il y a Kamitatou qui a parlé, les journalistes qui sont très tranchés contre ces pouvoirs, prennent des positions pour Kamerhe. Lorsque vous êtes dans une société humaine, lorsqu'il y a un problème, surtout ceux qui gèrent les institutions de la République, la procédure doit être respectée. Et pour nous, juristes en devenir, lorsque la procédure est biaisée, les fonds ne seraient jamais atteints. Donc Pius ne défend que la loi, la procédure. Je défends la loi. Et non Kamerhe. Non, je vous ai montré ici. Augustin Kabouya a dit que son chef supérieur, c'est Tshilombo. La loi ne dit pas ça. C'est lui le président haï de l'UDPS. Par conséquent, son chef supérieur, c'est Vital Kamerhe, puisqu'il est député national. Donc, Augustin Kabouya a fait de Tshilombo le président de l'UDPS. Donc, moi, c'est lui qui me gère, c'est le président de l'UDPS. Donc, il doit démissionner. Mais plus, on fait alors... Voyez pourquoi Joseph Kabila était très malin. À chaque fois, il s'est présenté aux élections indépendantes. Les gens ne comprenaient pas. Puisque lorsque vous avez la charge d'un État, vous ne faites pas partie. La circonscription, quand tu te présentes comme député de l'UDPS, n'est-ce pas? C'est-à-dire, tu vas dans une circonscription bien déterminée. Or, le chef de l'État n'a pas de circonscription. Exactement. C'est tous les territoires qui constituent sa circonscription. Est-ce que tous les Congolais sont membres de l'UDPS? Et c'est tous les Congolais sont membres de l'Union sacrée? Non. Voilà pourquoi j'ai dit, on a interrogé la loi. Moi, je ne parle pas d'individus. Ah, d'accord. Moi, je parle de loi. Je t'ai montré le mécanisme d'élaboration, pas d'élaboration de pétitions, de constitution de pétitions. Est-ce que les reproches qui sont faits au président dans ça, parce que je ne veux pas
monopoliser, personnalifier la personne, dire que c'est Vital Kamerhe. Est-ce que le président de l'Assemblée nationale a été enquêté, auditionné pour savoir qu'il y a opacité de finances publiques? Si on fait une projection, les perspectives politiques, des analyses, si Vital Kamerhe tombe, est-ce qu'il pourrait rester au sein de la majorité ou bien il pourrait ça dépend. Selon votre lecture des faits et connaissant Kamerhe. Ça dépend de lui. S'il tombait et s'il tombait et qu'il restait au sein de l'Union sacrée, il sera poursuivi. Oh, s'il vous plaît. Ces gens ici sont cruels. Si, là, attendez, si Vital Kamerhe tombe et qu'il reste dans la majorité, il sera poursuivi. On va lui ravir des maisons. Déjà, les pétitionnaires disent qu'il y a déjà une action. Oui, en justice. En justice, en gestation. Oui, oui. Donc, il accepte, c'est ça le destin d'un homme politique, mais c'est cruel par rapport à ses partenaires. J'ai suivi la nuit 3 vidéos. De qui? Dikengadiani, Dikengadio. Tu te rappelles? Oui, très bien. C'est un contrat social signé. Mais est-ce que ça a été respecté? Rien. Je venais de lire la lettre de l'actuel chef de l'État quand il fut à la Mouka. Je peux lire ça? Oui, si vous en avez. Un instant, les temps qu'on change un peu des caméras, oui, là vous pourriez prendre. Là, nous sommes avec plus Roland, nous sommes en train de débattre sur des questions d'actualité. C'est très important d'échanger autour des questions qui tiennent notre pays, parce que nous n'avons que ce pays. Moi, j'ai dit, moi, je n'ai pas une deuxième patrie, je n'ai que le Congo. Et quand le Congo est ballotté et bousculé par certains politiciens qui estiment que... Elle est là. Allons-y plus loin. Voilà. Lettre d'engagement. Là, c'est la lettre... Non, oui, j'ai lu la lettre d'engagement et je te dirai qui a signé. Allons-y. Elle est là. Ouais. C'est pas moi qui l'a fabriquée. Allons-y. Lettre d'engagement. Hein? Ouais. J'ai sous-signé. M'engage sur l'honneur à respecter scrupuleusement toutes les dispositions de l'accord Lamouka, y compris son préambule ainsi que tous les textes y afférents. Je m'engage en outre à ne pas trahir le peuple congolais en violant les dispositions précitées. Si je ne respecte pas mes engagements, je mettrai fin à ma carrière politique et je serai soumis à l'opprobre de la nation et à la sanction de mes pairs. Enfin, je prends la ferme résolution de rester fidèle au présent acte et à l'accord Lamouka fait à Genève le 11 novembre 2018. Félix Tshisekedi en présence de... Je me rappelle ce document. Bon, maintenant, scrutons. Est-ce qu'il y a eu le respect d'engagement? Nairobi est tombé. Est-ce qu'il y a eu respect d'engagement? J'ai suivi une vidéo là, c'était dans le Kivu. Tu te rappelles? Oui, très bien. Est-ce qu'il y a respect d'engagement? Alors moi je pense que c'est lui qui est dupé, c'est beaucoup plus Vital Kamerhe qui n'a pas été perspicace. De comprendre que les partenaires avec lesquels il s'est engagé sont moins sérieux. Ils ne tiennent jamais parole et ne tiendront jamais parole, puisqu'ils sont créés ainsi. Quand quelqu'un ne tient pas parole pour une fois... C'est la nature de l'UDPS. C'est la nature de l'UDPS. À l'UDPS, on ne tient jamais parole. Tchatoumba l'avait dit. On ne tient jamais parole. Pourquoi Kabila a été très fort? On a posé la main, Kabila avec Gizenga. Il avait signé un accord avec Palou et Udemo. Il a respecté les termes d'engagement jusqu'à faire des musiques au Premier ministre. C'est sur base de cet accord. Parce qu'il fallait respecter l'engagement. Et un homme qu'on respecte, c'est celui qui respecte sa parole. Là, tu es respectueux. Si tu ne respectes pas la parole, comment on peut te respecter? Moi, la question que je me pose, je vais également la poser à plus Roland. Nous sommes dans une situation qui est assez délétère, compliquée, mais entre-temps, les politiciens sont dans des positionnements, sont dans des coups bas, ainsi de suite. Aussi longtemps, il y a des sérieux problèmes qui rongent les pays. Tu sais pourquoi?
Tu sais pourquoi? Pourquoi? Puisque la vie politique en République démocratique du Congo n'est pas faite par les politologues. Ah, d'accord. Oui. Il y a une différence entre les politologues et... Oui, puisque ceux qui font la vie politique aujourd'hui, ce sont les insulteurs. Il faut insulter Joseph Kabila et puis on va te nommer ministre. Il faut insulter Joseph Kabila, tu vas battre campagne, tu es élu député national. Il faut insulter Joseph Kabila pour qu'on te mette dans... qu'on te nomme mandataire. Mais après avoir insulté, on te nomme mandataire, on te nomme au gouvernement, tu es élu député national, la République gagne quoi? Je t'ai dit, il y a des gens qui sont incapables... Là, c'est la bonne question. La République gagne quoi? L'opprobre. L'opprobre. Puisque partout en Afrique, on sait qu'au Congo, pour être député, il faut insulter l'ancien président de la République. Oh, si. Actuellement, c'est... Je viens de Côte d'Ivoire, c'est le langage qui est là. Les gens regrettent le fait que le Congo... Pour avoir un poste au Congo, il faut insulter Kabila. Si. C'est connu dans le monde. Mais c'est connu. L'UDPS hier, qu'est-ce qu'elle n'a pas dit de Joseph Kabila? Qu'est-ce qu'elle n'a pas dit? Même lui dénier la nationalité. Est-ce qu'il y a un parti politique ici qui octroie des nationalités aux gens? Plus que l'UDPS. Est-ce que ça, c'est ça le fondement même d'un parti politique? Un parti politique doit avoir l'école du parti. Comme aujourd'hui au PPRD, vous avez l'école du parti. À l'AFDC de Bahati Lukwebo, vous avez l'école du parti. Vous avez des mini-gouvernements au sein du parti. De sorte que lorsqu'il y a un besoin au niveau national, on pioche au sein du parti. Je me rappelle aussi, le parti de Pius Mouabil, le CNC, il avait un gouvernement. J'ai des amis qui étaient... Est-ce que sous le bois là, on enlève les gens des cerveaux? Non, ils ont un siège plus haut. Non, le siège n'est pas l'école du parti. Le siège, c'est différent. L'école, c'est différent. Quelqu'un, imagine-toi quelqu'un qui apprend à l'école peut avoir un langage insulteur. Tu sais qu'il y a des écoles où vous insultez ton camarade que tu es cherché. Parce que c'est un lieu d'excellence. Maintenant, vous avez une école du parti où il n'y a que les injures, les incriminations. Donc, toute personne qui dit le contraire de l'UDPS est rwandais. Alors que dans leur lit, ils ont des Rwandaises. Au gouvernement, il y a des Rwandais. Non, ce sont des faits. Est-ce que les Rwandais... Moi, j'ai des neveux, leurs mères sont des Rwandaises. Dans leur lit, il y a des Rwandaises. Mais dans leur lit, il y a des Rwandaises. On va évoluer. Ça jette l'opprobre à la République. Au lieu de chercher les gens qui ont une moralité pour gérer les institutions de la République, on va demander qui avait insulté hier. Imagine-toi, c'est dit, si tu ne condamnes pas les Rwandais, donc tu n'es pas patriote. Mais entre-temps, eux-mêmes sont au Rwanda. Kayikwamba était au Rwanda, non? Ils vont dire que non, c'était une mission officielle. Est-ce que Vital Kamerhe, quand il était parti au Burundi, c'était une mission officielle? Roland, on évolue. On prend très rapidement la télé-téléthon, les procès Kabila. D'abord, les cas Kabila. Selon certaines informations, bon, je ne parlerai pas, selon certaines sources, je ne parlerai pas de l'information, selon certaines sources, les cas Kabila, Kinshasa pourrait apporter ces cas, ou soit pourrait amener ces cas au niveau des instances internationales, entre autres la CPI. Comment vous analysez, c'est vrai, étant que juriste, mais également étant que analyste politique et journaliste, si les dossiers Kabila arrivaient au niveau de la CPI? Si le dossier, vous me demandez si le dossier Kabila arrivait au niveau de la CPI. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Il ne sera pas recevable. Oh, comment ça? Toi, tu penses que la CPI, c'est une juridiction derrière la maison ici? Oh, la CPI mène les enquêtes en amont. Mais Kinshasa a des éléments que Kabila participe, finance des crimes contre l'humanité. On t'a dit que la CPI est là pour ce genre de crimes. Mais ouvrez les statuts de la CPI. La CPI poursuit qui? Les génocidaires,
qu'est-ce que Kabila a créé comme génocide là? Ce pays poursuit les gens qui sont poursuivis pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Exactement. Dis-moi, qu'est-ce que Kabila, il a fait quel crime contre l'humanité? Avec c'est des gens qui... Mais tu sais que la CPI condamne la patrie. Ouais. Refuser à quelqu'un la patrie. Mais le régime ici a refusé à Kabila la patrie. Comment ça? Mais Kabila n'est pas ici, chez lui, on est en train de lui révéler. Mais c'est lui-même qui c'est pas ne veut non, pas c'est pas au pays. Mais il est au pays. Goma, c'est encore un autre pays. Mais c'est en RDC, mais c'est sous contrôle des rebelles. Donc Kinshasa, les régimes légitimes ne contrôlent pas ces contrôles. Quel est le drapeau qui flotte là-bas? De la RDC. Quelle est la monnaie qui est consommée là-bas? Le franc congolais, c'est clair. Et encore, vous allez dire que les élèves viennent de faire l'examen d'État. Donc, il n'y aura exactement... Les élèves viennent de faire l'examen d'État. Ils sont sous quelle tutelle? Qui va programmer les résultats? D'ici. Donc, à un certain moment, ne pensez pas que tout le monde... Donc, il n'y aura aucune incidence? Non, ne pensez pas que tout le monde est démuni du cerveau. Ou tout le monde est dépourvu du cerveau. Non. La CPI n'est pas une juridiction qui va traiter de questions d'identité. Où il y a connivence. Il faut établir cette connivence. Je t'ai dit, nous apprenons en droit, lorsque la procédure n'est pas respectée. Par conséquent, c'est Kabila qui peut extraire la République en justice, à la Cour internationale de justice. Pourquoi? Il est sénateur à vie. Ouais. Il n'est pas sénateur comme les autres sénateurs qui sont élus. Il n'a pas de mandat. Ouais. Lui, il a un mandat viagère. N'est-ce pas? C'est un sénateur à vie. Ouais. Il n'a pas de circonscription électorale. Il n'a pas de suppléant. Il a une particularité en lui. C'est-à-dire qu'il a une loi. Ouais. C'est un sujet de droit. Kabila, c'est un sujet de droit. C'est pas quelqu'un qu'on peut ramasser comme un petit qu'on ramasse dans une toilette. Non. Kabila est sujet de droit. Il est couvert par une loi. Mais cela et cette loi, non. Cette loi donne toutes les procédures susceptibles de poursuivre l'ancien chef de l'État au cas où il est reconnu pénalement. Et cette même loi lui donne le droit et les devoirs. Oui. Alors que ces devoirs n'ont jamais été acceptés. Ce sont ces devoirs-là. Si l'État congolais aurait respecté ces devoirs, ça allait l'astreindre à ne pas avoir l'esprit de revenir aux affaires, bien qu'il n'y a pas d'obstacle constitutionnel. Il devrait avoir la sécurité, il devrait avoir les avantages financiers, donc il devrait mettre dans les conditions pour qu'il ne puisse pas nourrir un jour les ambitions de revenir au pouvoir. Est-ce qu'il est toujours payé? Il n'a jamais été payé. Oh, il n'a jamais même été payé. Ces gens ici, ils avaient menti ici qu'ils toucheraient, c'est combien? 680 000 $. Mais lorsque son épouse, Maman Olive, avait mis en cause les bons pères de famille, de lui montrer, ne fût-ce que le frais de paye, qu'elle sache qui va prendre de l'argent de son mari, puisqu'elle en a besoin pour les orphelins et les veuves. Silence radio. Maintenant, on les met sur quel compte? On les mettait sur quel compte? Non, termine. Il y a la question de la procédure. Je t'ai dit, Kabila, c'est un sujet de droit. Il a une loi à lui seul. Ouais. Qu'aucun d'autre n'en a pas. Lui seul, il a la loi à lui. Actuellement, oui. Mais il est en vigueur. Ouais. À lui seul, il a la. Donc, c'est un sujet de droit. Donc, toutes les démarches là, des avocats ont allé à la Cour pénale de justice, ça risque de se retourner contre la République démocratique du Congo. Les 32 milliards ou les 32 millions qui demandent là, Kabila risque de demander ça à la République. Et il peut même appauvrir la République. Si Kabila peut appauvrir la République, puisque la République complote contre la République. Il n'y a pas complot. Écoutez, lorsque vous voulez poursuivre quelqu'un qui est sujet de droit, avec une loi qui le couvre, il y a des procédures.
on te dit qu'avant de le mettre en cause, les deux chambres doivent se réunir. Dis-moi quelles sont ces deux chambres qui se sont réunies pour le mettre en cause. Déjà, la procédure est biaisée. La Cour constitutionnelle, là où ils sont allés, ils savent. Elle est là. La Cour, là, elle a la loi. Elle va poser aux avocats, hein, comment vous avez déchu les messieurs ici? Comment vous l'avez déchu pour l'amener devant les instances? Ne pensez pas qu'ils sont bêtes comme ça. C'est un sénateur. Oui, c'est un sénateur. Que dit votre loi? Non, que dit votre loi pour déchoir un sénateur? Que dit votre loi? Il y a le droit comparé, il faut faire attention. Il ne faut pas venir dans l'arène comme ça, parler comme si tout le monde est dépourvu de cerveau. Que dit votre loi par rapport à la mise en cause de ces messieurs-là? Ce n'est pas un citoyen comme Pius, comme toi, comme... non, il est couvert par une loi. C'est-à-dire, les messieurs-là, pour le faire partir, vos deux chambres doivent se réunir. Et il faut qu'il y ait un quota bien précis pour qu'il soit mis en cause. Et lorsqu'il est mis en cause, il a une juridiction. Ce n'est pas la haute cour militaire. Il a une juridiction. Il n'est pas militaire. Il a la haute cour militaire. Oh. Il a une juridiction. Mais des faits qui lui sont reprochés sont tellement liés. J'ai dit il a une haute... On l'accuse de trahison, non? Ouais, oui, des complots contre la République, des tueries, des massacres. Est-ce que vous l'avez vu prendre les armes? Pendant qu'on l'accusait, lui, il est en Afrique du Sud en train de rédiger sa thèse. Lui, au moins, il rédige sa thèse. Mais il y en a d'autres qu'on nous a fait croire docteur en thèse. J'ai toujours demandé le sujet de la thèse de ces messieurs-là. De qui? D'Étienne Tshisekedi. Non, il est déjà décédé plus. Non, puisque jusqu'aujourd'hui, il y a il y a les gens... Mais Lumumba est déjà décédé. Tu sais combien de gens l'insultent? Les mal éduqués. Tu sais combien de gens l'insultent? Moi, je ne l'ai pas insulté. Bon, il y a des gens qui disent docteur Étienne Tshisekedi. Alors, après nos recherches, on a compris qu'il a été fait docteur par CIA. C'est pas l'unité. On reste dans ces procès. Alors, dans le procès... Au niveau local ici, il y a des nouveaux témoins. On a fait la ouverture du débat. Ça c'est une pièce de théâtre. Nous, on attendait le verdict, qu'on réouvre les débats. Il y a des nouveaux témoins, donc il y a assez d'éléments. Mais la famille Katumba Mwang qui a écrit... Oh. La famille Katumba Mwang qui a écrit. La famille Katumba Mwang qui a écrit. Il y avait quelqu'un qui est allé le soudoyer pour qu'il... Là, ce n'est pas un montage un montage des kabylistes, c'est ça. Papa. Un Pius Romain, voilà. Parce que la famille Katumba, elle est à Lumbashi. Je suis en train de chercher la correspondance. Les temps que vous cherchez la correspondance. Mais ce qui est... on attend en tout cas la réouverture avec des nouveaux témoins. Non, il n'y a pas de nouveaux témoins. Les nouveaux témoins, ils avaient l'espoir sur prétendument les membres de la famille de Katumba Mwanké qui devraient vérifier. Parce que dans la correspondance, ils disent il y a quelqu'un qui est venu les soudoyer avec l'argent pour aller témoigner contre l'ancien chef de l'État. Ils savent que leur frère est mort par crash. Mais qui c'est Ngonda, non? Oui, Antoine Ngonda. Antoine Ngonda, il est à l'Union Sacrée, non? C'est l'une des victimes, non? Mais alors, qu'on lui pose la question s'il y avait crash ou non. C'est beaucoup plus simple. Alors, c'est beaucoup plus. Attends, je cherche. Je cherche cette correspondance. Les temps que vous êtes en train de chercher. Puisqu'il il faut la lire. Avec ces gens ici. Moi, je n'ai pas la correspondance. Si j'en avais, j'allais déjà. Trop dangereux. Mais elle est là. Allons-y. Communiqué de presse. Très rapidement. Très rapidement. Puis on va ajouter. Elle est là. C'est pas moi. J'ai vu. La famille et les amis de l'honorable Augustin Katumba Mwanké, d'heureuse mémoire, expriment leur vive indignation suite aux propos tenus par un avocat de la partie civile lors du procès de l'ancien président Joseph Kabila. Contrairement à ces allégations mensongères, la famille n'a jamais été contactée ni associée à un quelconque témoignage sur un prétendu assassinat de notre frère et ami au Rwanda. Nous tenons à préciser qu'un membre de la famille a été récemment approché par un certain Désiré Chilumbaï,
qui a tenté de lui proposer de l'argent en échange d'un faux témoignage dans cette affaire. Nous affirmons avec force que nous ne sommes en rien concernés par cette manœuvre et nous refusons que les noms de notre regretté frère et amis soient utilisés dans de telles basses manipulations. Nous rappelons également que Joseph Kabila est notre fils et notre frère et qu'il bénéficie de toute notre confiance et de notre respect. Nous condamnons avec la plus grande fermeté cette tentative de profanation de la mémoire de l'honorable Augustin Katumamouanke et mettons en garde contre toute instrumentalisation politique de son nom. Que cela soit la première et la dernière fois. Augustin Katumamouanke fut un grand homme, un collaborateur loyal et fidèle du président Joseph Kabila et sa mémoire ne saurait être salie ni détournée à des fins partisanes. Fait à Lubumbashi le 12 septembre 2025 pour la famille Augustin Mofia Katumba. Son numéro est là. Alors, je vais mettre son numéro. Vous avez même mis son numéro. Oui, pour son numéro là, il a mis ça pour qu'il soit contacté. Allons-y. 081 473 86 71 pour l'association des amis Jean-Jacques Moueloa Kiloufian Sangwa. Ça, c'est le nom de chez moi là au Katanga. Merci son numéro aussi est là. Et il y a un autre qui a écrit Pasteur Moukonka Jules, numéro 085 52 2 93 21. Donc, déjà, il faut mettre en tête que lorsque vous ouvrez un procès, vous terminez par parler, puis je pose la dernière question. Lorsque vous ouvrez un procès contre quelqu'un, il faut avoir d'abord les éléments probants. Vous avez le ministère public. Vous savez que le ministère public instruit à charge et à décharge. Est-ce que le ministère public a été en possession de l'acte de naissance de Joseph Kabila où c'est écrit Hippolyte Kanambe? C'est cet élément-là, incriminateur, qui peut déclencher toute la procédure de l'usurpation d'identité. Mais on se réfère sur les témoignages. Oh non, il y a les gens, tel avait dit, mais le vice-ministre, le vice-premier ministre avait dit, il a des preuves. C'est quelqu'un qui devra les témoigner aussi à la cour d'ordre militaire pour montrer le caractère de ces preuves que Joseph Kabila est effectivement Hippolyte Kanambe. Mais par conséquent, je retiens que dans une émission qui passe en boucle sur les réseaux sociaux, le chef de l'État admet aussi qu'il avait traversé sous un faux nom. Est-ce que le procureur de la Cour peut ouvrir un dossier contre lui, puisque lui aussi avait traversé sous un faux nom? Mais pour Joseph Kabila, il n'y a jamais eu un document où il est nommé Hippolyte Kanambe. Mais il y a eu des gens qui ont supputé seulement. Or, le code de la famille, notre code de la famille, reconnaît la paternité au père et à la mère. Du vivant de Mouzé, Mouzé a dit mon fils. Mais puis, j'aimerais qu'on puisse éclairer à la lanterne de l'opinion. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la justice autorise les tests d'ADN à partir si je pourrais dire, du corps de notre héros national? Puisqu'il y a trois fils, il y a trois faux fils indignes qui prétendent être le fils de Laurent Désiré. Moi, je viens d'Abidjan. J'étais avec la fille aînée de Mouzé, j'étais avec la troisième fille de Mouzé, j'étais avec ses petites soeurs, j'étais avec les enfants de Mouzé. La cadette qui s'est mariée, j'étais avec elle. Pourquoi les trois fils indignes là n'ont jamais été à Abidjan au mariage de leur soeur? Si réellement j'étais les trois fils indignes. Alain Bakenda, ne serait plus en l'odeur de sainteté avec... L'odeur de sainteté avec tout le monde, toute la famille. Alors, vous n'êtes pas de la famille. Comment vous pouvez être... Vous ne pouvez pas être en odeur de sainteté avec toute la famille. Même vos tantes qui sont vivantes. Et donc, c'est ça, c'est qui prouve qu'ils ne sont pas fils de Mouzé. Et depuis lors, il n'y a aucun test qui... Non, il a fui, il est allé à Lubumbashi. Alain Bakenda. Il a fui. Et puis, ce qui est curieux, là, moi, je me pose la question, les Kinois, vous voyez Mouzé, opposant farouche du maréchal Mobutu. Son fils est né à Kinshasa le 12 décembre 1982. Dis-moi un peu. Sérieux. Hein? Mais je vois... L'enfant né
à Kinshasa, le 12 décembre 1982. L'autre là qui s'appelle Emmanuel. Il s'appelle Emmanuel Kabamba. Il est de la tribu Songé. Son père, c'est lui qui s'appelle Emmanuel Kabila. Et Étienne, oui, Emmanuel, oui. Oui, et Emmanuel Kabila, c'est le fils de papa Augustin Kassembwe. C'est le grand frère de Gloria, de Nora, de Yannick, le petit frère de Serge, le petit frère de Christelle. Il est né à Kisenge Manganès. Tu sais là où se trouve Kisenge Manganès? C'est entre la République démocratique du Congo et l'Angola. C'est là où il est né le 25 décembre 1982. Donc Mouzé a engrossé une femme à Kinshasa, la mère de Alain Bakenda alias Ibrahim, et entre-temps il a engrossé la mère de... C'est ça son nom. Oui, il s'appelle Alain Bakenda. Demandez à tout le Bumbashi, il s'appelle Alain Bakenda. Il ne s'appelle pas Ibrahim. Et Étienne? Non, Étienne, son jumeau est ici, au cimetière de la Gombe. Étienne m'écrit tous les jours, il m'envoie des liens là de ces émissions. Non, il s'appelle, dis-lui, si réellement il est fils de Mouzé, qu'il parte. Je pense que je dois appeler Étienne. Non, dis-lui, Pius a dit ceci. Si c'est réellement tu es le fils de Mouzé, je dois le recevoir. Va le porter plainte en justice. Je vais exhumer le cadavre de son jumeau. Babi le Tandou, ici. Alors, puis on finit. Alors, lui, il s'est dit, fils aîné de Mouzé Laurent Désiré Kabila, il s'appelle Étienne Kabila. Entre-temps, il est jumeau. En réalité, il s'appellerait Kabangi. Alors, puis on finit. Tu comprends? Mais je sais, ouais. J'ai un livre en gestation avec les témoignages poignants de gens qui connaissent ces trois usurpateurs. Ah, d'accord. J'amènerai, dis à Étienne, j'amènerai Kawaya. Ah, d'accord. Dis-lui qu'il connaît Kawaya, là où il travaillait comme gardien de sécurité en Afrique du Sud. Il sait ce qu'il a fait de sa femme, ce qu'il voulait faire de sa femme. Dis-lui, s'il est fils de Mouzé, moi, Pius, je le mets au défi, qu'il me traduise en justice. Pius Romain, Roland, on finit l'émission. Maman Olivier Takin, ou soit au pays, non? Qu'est-ce qu'il y a à voir avec maman Olive au pays? Elle ne gère pas la République. Vous ne pouvez pas laisser cette famille tranquille. Oh. Mais elle ne gère pas la République. Mais c'est quand même l'ancienne première dame. On doit... Oui, pour faire quoi? Pour aller encore attaquer leur résidence. Pour aller attaquer. Là, c'est pour des mesures d'enquête, non? C'est pour des mesures d'enquête. Vous allez enlever les gens dans l'immeuble là-bas. C'est leur parcelle. C'est la parcelle de Kabila. L'immeuble là appartient à Kabila. Mais elle va bien. Les lits ont témoigné qu'ils ont vendu cet immeuble. Mais elle va bien. Elle est au champ. Pendant que vous respectez ici, elle fait le champ. Ou au pays. Est-ce que je suis obligé de vous dire là où elle est? Je ne suis pas obligé de vous dire là où elle est. Mais puis, si je pose la question, c'est parce qu'on a vu une image là. Bon, je ne parlerai pas de moi, où on a vu Pius Romain Roland avec d'autres journalistes chez les VPM Liaou. Non, je ne veux pas, s'il te plaît. Ah, d'accord. Je ne veux pas répondre à ça. Je ne veux pas. Bibi Kapinga, c'est ma soeur. On vous a accusé de trahir... Non. Bibi Kapinga, c'est ma soeur. Ah, d'accord. Voilà. Je ne veux pas répondre à d'accord, ça. Là... Il faut laisser le temps pour prouver la traîtrise de quelqu'un. Moi, je suis très respectueux. Hein, et je n'ai pas l'habitude d'accuser les gens. Ah, d'accord. Tu me connais depuis longtemps? Très bien. Est-ce que tu me connais conflictuel? Jamais. Je n'ai pas l'habitude d'accuser les gens. Je reste professionnel. Et quelqu'un de très bien, Pius Romain... C'est ce qu'elle a fait, de propager ce qu'elle a propagé. Bon, c'est elle. Hein. En réalité, c'est nous qui apprenons la démocratie aux gens. Puisque de l'autre côté, c'est l'animosité. Ah, d'accord. Oui. Là, c'est important. Il faut de l'autre côté. Tu sais la personne qui m'avait fait arrêter. Ouais. Tu la connais? Ouais. Notre confrère journaliste. Mais tu sais que je parle avec elle. C'est vrai, ça? Si, c'est nous qui apprenons. Tu veux que je cite son nom ici? Puisque moi, là, tu ne me mettras pas le cadenas. Mais tu connais la personne qui m'avait fait arrêter. Très bien, très bien. Et alors, je parle avec elle, puisque sur un terrain démocratique, il faut qu'il y ait toujours ces divergences. Mais lorsqu'on n'arrive pas à comprendre la raison des divergences pour faire éclore la démocratie, on va rester dans le basse classe. Bibi Kapinga, c'est ma soeur, et le reste est ma soeur, qu'elle me vilipende de la manière qu'elle m'a vilipendé. Moi, je ne suis pas là. Laissez le temps au temps pour faire son temps.
Ah, c'est tout cela que je peux dire. Mais puis vous êtes prêt, si le président de la République vous appelez, vous invitez, de répondre présent à son invitation? Là, je n'irai pas. Pourquoi? Non, mais c'est dans le cadre de votre travail professionnel. Non, je n'irai pas. Vous êtes un journaliste et puis... Lui peut être de bonne foi. Mais son entourage là. Tu sais, toi tu as déjà vu mon véhicule? Ouais. Comment on me l'a fait? Ouais. Tu as déjà vu comment on a fait mon véhicule? Par les gens qui sont intolérants. Et dans la société, c'est comme ça. Donc, il faut se préserver. Je ne suis pas contre le chef de l'État. Hein. Je suis contre sa manière de gouverner qui est tout à fait atypique. Et c'est ça la démocratie. Je ne suis pas contre la personne du chef de l'État, ni lui en vouloir les mal. Moi, c'est la gestion de la République qui me concerne. Et tu vois, par nos critiques, on nous met les bétons ici qui vont encore mettre la chaleur à Kinshasa. Hein. Merci. Tu sais la conséquence de ça. Merci. C'est bon bien de mettre le béton. Mais le béton absorbe la chaleur la journée et la nuit, ça fait sortir, ça dégage la chaleur. La conséquence, c'est que... Voilà. Alors que nous n'avons pas d'électricité. Merci, ça doit finir. C'est toujours un grand plaisir de recevoir Puce Robin Roland. Vous qui nécessitez de me demander Puce Robin Roland, j'ai fait cet effort de recevoir Puce Robin Roland. Il était également pour lui de finir avec son travail. Je pense que... Oui, en tout cas, cette semaine, aujourd'hui, j'ai fini le premier paragraphe du deuxième chapitre, parce que mon travail n'a que 2 chapitres. Le 3e chapitre sera consacré sur le régime juridique ou le régime pénal d'un ancien chef de l'État. Donc c'est un travail que je vais aller avec jusqu'à master. Là, vraiment, c'est la dernière. Est-ce que ça vous dérange quand on vous qualifie des kabylistes? Ça vous dérange ou non? Non, ça ne me dérange pas. Oh, puis ça même. Non, ça ne me dérange pas. Vous êtes un journaliste? Oui, je suis journaliste. Mais comment on peut... ça ne peut pas vous déranger? Mais un journaliste a une ligne éditoriale. Toi, tu étais avec moi à la RTG. Pourquoi tu es parti de la RTG? Merci beaucoup. Parce que ta ligne éditoriale n'a pas répondu à la RTG. Là, vous m'attaquez. Non, je ne vous attaque pas. Moi, on m'a chassé de la RTG. Oui, je sais. Moi, on m'a chassé de la RTG. Parce que ma ligne éditoriale, parce que j'avais écrit un article en faveur de Zoé Kabila. Et la ligne éditoriale n'a pas marché, on m'a chassé de la RTG. Je sais. Et mais oui, moi ça fait... Parce qu'un journaliste a toujours... La RTG en tout cas, ça reste non, ça reste une famille. J'y vais là-bas, je vais voir les amis. Mais je le dis, est-ce que vous m'avez déjà entendu parler à mal de... Jamais. Je suis pas de cet acabit-là de manquer du respect aux gens. C'est un passage qui est passé, ça m'a permis d'être là où je suis, d'évoluer positivement d'ailleurs, et ça ne me dérange pas. Mais il faut mettre en tête que tout journaliste a une ligne éditoriale. Ah, d'accord. Oui. D'accord, là c'est important. C'est toujours très bénéfique de recevoir également Puce, un aîné, il est très pertinent, très lucide. J'aime quand j'ai lu. Et c'est parmi des rares journalistes qui écrivent jusqu'à présent des longs textes. Hein. Si, quand vous écrivez un texte, c'est vraiment des paragraphes et des paragraphes. C'est ma passion. Et ce n'est pas comme aujourd'hui un journaliste qui ne pond qu'un texte là très court, très laconique. Non, un bon politique, c'est celui qui a fait le journalisme ou les communications. Ah, merci beaucoup, Puce. Un vrai politique, un vrai. Parce que là, vous étiez dans le reportage. Vous connaissez les b.a.-ba. Vous connaissez les faiblesses des uns, les forces des autres. Merci. Vous êtes à même de produire un travail. Il ne faut pas être ministre sur base d'injures ou sur base de diffamation. Kabila est rwandais et puis on te nomme... on attend mettre l'affaire. Ici, on vous appelait d'aller couvrir les activités chez Maman Denise. Non, je n'irai pas. Alors, vous n'irez pas toujours? Non, je te dis sincèrement. Ni chez Kabila, ni chez Maman Denise. Je n'irai pas chez Maman Denise. Je n'irai pas. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que récemment, quand nous sommes rentrés ici, un groupe de journalistes nous a incriminé que Maman Olive nous aurait donné 5 000 $ pour s'en prendre à Maman. Mais c'est pour Denise. Alors que... Vous n'avez aucun problème avec elle. Non, je n'ai pas un problème. C'est pas ma ligne auditoriale. C'est pas ma ligne auditoriale. Ah, d'accord. Non, c'est pas ma ligne auditoriale. Ah, merci. Par respect, je la respecte, c'est la première dame. Est-ce que depuis qu'ils sont là, vous avez déjà entendu jamais les gens de notre camp s'en prendre à la première dame?
Jamais. Alors, eux ont insulté Maman Olive. Merci beaucoup. Okay. C'est ça la différence. Merci beaucoup, Pius Romain. C'était important parce que y a beaucoup de choses qui se disent tout autour de nous, journalistes. Il fallait essayer un peu de préciser. Donc, la ligne éditoriale de Pius Romain Roland ne permet pas à ce que Pius puisse se retrouver dans une activité. Non, c'est par rapport à leur animosité qu'on évite cet affrontement. Oui, si c'était normal, on se dit, ok, Maman Olive est ici à Kinshasa, Joseph Kabila est ici à Kinshasa, il n'y a pas de poursuite contre les journalistes, on attaque tel ou tel, on ferait notre... Là, nous sommes estampillés comme ça, même si j'ai cette casquette-là des journalistes, le fait d'être estampillé déjà par ce camp-là, ça nous donne du recul. Merci beaucoup. À préserver nos vies, puisqu'il y a des gens qui sont très... Moi, j'ai été attaqué plusieurs fois ici sur Uleri. Mais moi, je peux en tout cas saluer même votre sens des... je ne parlerai pas des fidélités, des sincérités. Bon, je n'ai pas de la sincérité. Quand on voit les visages des puces, c'est tout le monde qui pense directement à Kabila. Un homme doit être loyal. Dans la vie, un homme doit être loyal. Si tu n'es pas loyal, tu es déloyal. Merci donc tu es maudit. Merci beaucoup, Pius Romain. Ça en est fini pour aujourd'hui. Merci pour vous. Abonnez-vous très massivement et suivez-nous à chaque fois que nous lançons nos programmes. Je suis Glamek Legrand, que le Dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir. C'était Pius Romain Roland. Merci.